Mesdames, messieurs, hiboux, chouettes et autres êtres nocturnes, bienvenue dans La Chouette a dit, la capsule du podcast Plein Phare. Alors aujourd'hui, dans notre série consacrée aux métiers de l'ombre, ceux que l'on entend sans toujours les voir, nous partons à la rencontre d'une voix bien connue en Bourgogne. Une voix qui accompagne vos matinées principalement, mais pas celle de l'aube. Non, ici on parle de la matinale que j'appellerais civilisée. Celle qui démarre à 9h, quand le soleil a déjà pris son café et que la région est déjà pleinement réveillée. Installez-vous confortablement, tendez l'oreille et laissez Florence Galis nous raconter l'envers du micro. Allez, en voiture! Plein Phare présente La Chouette a dit par Olivier Bizio. Bonjour Florence Galis. Bonjour Olivier. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Bien sûr qu'on peut se tutoyer. Eh bien en tous les cas c'est un réel plaisir de te recevoir au micro de La Chouette a dit. Et pour une fois on va inverser les rôles. D'habitude c'est toi qui t'intéresses aux autres. Là aujourd'hui c'est nous qui allons nous intéresser à toi, à ton métier, à ton parcours. Et Florence, donc tu es animatrice à la matinale d'ici Bourgogne. Tu es une professionnelle qui a fait de la radio un terrain de jeu, je dirais, de partage et aussi d'imaginaire. Alors si tu le veux bien, avant de plonger dans ton parcours, Florence, quand tu arrives devant un micro, comme par exemple là cet après-midi, qu'est-ce qui se passe en toi ? Alors, c'est pas la même chose sur ce qui se passe cet après-midi que quand je prends l'antenne sur Ici Bourgogne, parce que Ici Bourgogne, j'ai l'habitude, je sais que c'est moi qui vais interviewer des gens. Alors que là, c'est vrai qu'il y a une petite pression. Moi, j'ai pas l'habitude de parler de moi. Je fais parler les gens en général, donc c'est toujours un peu plus particulier. Mais est-ce qu'il y a toujours cette petite étincelle ? Il y a toujours une étincelle, oui, il y a toujours une étincelle parce que les gens m'intéressent de toute façon. Donc le simple fait de discuter avec quelqu'un, pour moi, c'est toujours un échange. Donc il y a une étincelle. C'est quand même génial de pouvoir faire un métier où on n'a pas l'impression d'être au travail, quoi. Et il faut préciser à nos auditeurs qui ne nous voient pas, qui nous entendent simplement, que tu es pas venu seul. Tu es accompagné de Micheline et Raymond, oui, qui sont ici avec toi. Tu peux peut-être nous les présenter. Alors Micheline et Raymond, c'est vraiment deux pestes, je dirais même deux cochonneries. D'accord, carrément. Ah oui, carrément, oui. Leur but, c'est de faire du mal aux autres en permanence. Voilà, donc c'est des petits personnages en plastique, hein, on peut donner la marque. Oh, je pense, oui. Des petits Playmobil, voilà, des petits Playmobil, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui elles m'échappent complètement en fait. Elles vivent leur vie, je ne peux plus rien en faire, ce n'est pas possible. Je n'ose pas croire que ça sorte de mon imagination quand j'entends les cochonneries qu'elles peuvent sortir en permanence. Alors, on va préciser pour Micheline et Raymond que ce sont tes personnages que tu partages sur les réseaux sociaux, oui, à la fois sur ta page Facebook, mais et aussi sur Instagram. sur Instagram. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil. Oui, voilà, c'est le petit clin d'œil. Et puis c'est vrai que j'ai tendance, comme je fais de la radio, à vraiment rester dans l'ombre et ne pas forcément partager mon image. Donc Micheline et Raymond, je ne vais pas dire qu'elles me représentent, hein, parce que j'espère ne pas être comme ça. Justement, on en reparlera tout à l'heure de l'image. Si tu le veux bien, on va remonter un peu le fil, parce que derrière chaque fois qu'on reconnaît instantanément, je pense que les auditrices et auditeurs de La Chouette a dit vont très vite reconnaître ta voix, il y a un moment que j'appellerais un moment fondateur, parfois un hasard, parfois une évidence. Donc Florence, à quoi ressemble cette première fois où tu pousses la porte d'une radio? Raconte-nous, c'était où, c'était quand? Alors c'était il y a très longtemps. Il y a très très longtemps, la radio était en noir et blanc à l'époque. D'accord. Non, c'était en 84. C'était une radio à Auxerre qui s'appelait Radio Cadet Roussel, qui n'existe plus depuis très longtemps. C'était vraiment l'époque des radios libres. Et en fait, je fais partie de ces gens qui étaient toujours hyper embêtés à l'école quand il fallait remplir la petite demi-feuille là, en disant ce qu'on voulait faire plus tard. Moi, j'en avais pas la moindre idée. Et il se trouve que mon papa était journaliste dans une radio et il m'a dit « Est-ce que ça t'intéresse de venir faire du journalisme ?» Et je lui ai dit oui. Mais je lui ai dit oui, s'il avait été garagiste, j'aurais fait du garagisme. S'il avait été boulanger, j'aurais fait de la boulangerie. Enfin voilà, c'est comme je ne savais pas quoi faire, je lui ai dit oui. Et finalement, je suis rentrée dans cette
cette radio, j'ai commencé à faire du journalisme et je me suis rendu compte que moi, ce qui m'amusait vraiment, c'était plutôt de voir les animateurs raconter des tas de conneries, ce qu'un journaliste n'a pas le droit de faire, l'animateur il peut, et passer des disques, quoi. Donc je me suis dit très rapidement, non, le journalisme c'est pas mon truc, moi je veux être saltimbanque. C'est intéressant ce que tu viens de dire par rapport aux journalistes et animateurs. C'est vraiment deux métiers qui se complètent, oui, mais somme toute quand même un peu différents. Disons que ça dépend. Il y a des moments où il peut nous arriver de faire des émissions ensemble qui vont être quand même un petit peu plus sérieuses. Mais c'est vrai que l'animateur, lui, il va détenir la programmation musicale. C'est lui qui va envoyer les pubs, qui va donner l'heure, qui va... Et en général, l'animateur peut se permettre de s'étaler un petit peu plus que le journaliste qui très souvent a un temps extrêmement restreint pour faire passer un sujet. Alors que nous, quand on reçoit des gens, on va avoir en général un petit peu plus de temps et on va pouvoir titiller les gens sur autre chose que de la pure actualité. Voilà, donc il y a une petite différence, mais elle n'est pas aussi énorme que ça en fait. Et est-ce qu'on peut dire que c'est dans cette radio à Auxerre où tu t'es dit c'est pas simplement une bonne idée mais quelque chose de vital pour moi la radio ? Alors vital, j'en sais rien. Je sais pas si quand j'avais 17-18 ans je pensais que ça pouvait être vital. Je me disais chouette, j'ai trouvé une activité, je vais plus avoir à réfléchir à ce que je pourrais bien faire plus tard. Mais quand même très rapidement je me suis dit tiens ouais j'y trouve mon compte. Et en fait, je me rends compte que 40 ans plus tard, je n'ai jamais eu la sensation de travailler. Quel bonheur. C'est génial parce que pourtant on travaille, faut pas croire que parce qu'on est 2 heures par jour à l'antenne, on travaille 2 heures par jour. Non, une émission ça se prépare, on y met du temps, on y met de soi, c'est de la recherche, c'est chercher des invités, c'est trouver des angles pour les interviews et tous ces trucs-là. Donc c'est quand même assez long, ça prend du temps, mais à aucun moment je me suis dit... à aucun moment le matin je me dis je vais au boulot. Non, c'est formidable. Je monte sur mon vélo, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais passer du bon temps. Et est-ce que 40 ans après, tu te souviens de ta première intervention à l'antenne dans cette radio d'Auxerre par exemple ? Alors, première intervention, pas vrai... Enfin, oui et non, c'est-à-dire que oui, je me souviens qu'on m'avait fait présenter des flashs, mais on avait un peu tendance à recopier à l'époque les dépêches de l'AFP ou les trucs comme ça, donc c'était pas captivant. Mais je me rappelle qu'on m'avait envoyé sur une session d'assises à Auxerre et j'allais tous les jours au palais de justice avec mon petit carnet, je prenais des notes, etc. Et dès que je sortais de là, comme j'avais pas le temps de retourner à la radio pour l'heure du journal, je rentrais dans une cabine téléphonique, je dévissais je sais pas comment ça s'appelle, le haut-parleur, le haut-parleur, je branchais 2 pinces et je commençais à parler et tout ça pour qu'il y ait un son correct et je faisais mon papier comme ça en direct. Ça c'est vraiment un truc qui m'avait marqué parce que finalement même si j'ai bifurqué et que je suis pas restée journaliste, ça c'était quelque chose qui me plaisait vachement. C'est-à-dire suivre quelque chose et derrière devoir le synthétiser et faire passer une émotion. Et l'investigation sur le terrain aussi. Oui, aussi sur le terrain. Ouais. Alors, après ces débuts donc à Auxerre, il y a l'aventure. Tu m'avais parlé des déménagements, les radios différentes, les contrats qui s'enchaînent. Ta carrière, on peut le dire, a été quand même tout sauf le linéaire. Ça a été vraiment... Ah bah oui, je me suis jamais ennuyée. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie comme un escargot de Bourgogne avec ma coquille sur le dos, à déménager 1 an par-ci, 2 ans par-là, etc. Et puis finalement, c'est en 2012, donc il y a 13 ans, que j'ai eu le premier CDI de ma vie. Donc le premier contrat à durée indéterminée de ma vie à Ici Bourgogne, qui s'appelait France Bleu l'année dernière encore, où là vraiment je me suis dit allez hop, je me pose pour de bon, je me pose vraiment avec mes valises pour de vrai quoi, en me disant là je pars plus. Mais alors avant tout cela, de mémoire, il y a eu Énergie, il y a eu Fun Radio, il y a eu Europe 1, ouais. Et tout ça avec des transitions, c'est toute une aventure.
C'est toute une aventure, mais je dirais qu'il n'y avait rien de prédéfini, c'est-à-dire qu'il y avait parfois un truc s'arrêtait, il fallait que je trouve un autre boulot, donc je postulais à droite à gauche, il se passait ce qui se passait. Des fois, j'ai souvent cumulé 2 trucs en même temps. Je faisais en général des voix off pour la télé ou des voix off pour des pubs, pour des studios, pour des bandes annonces de chaînes, du câble, de choses comme ça. Et parallèlement à ça, j'avais une radio. Donc quand quelque chose s'arrêtait à la radio ou ne m'intéressait plus, je disais stop, je m'en vais et j'essayais de trouver un autre truc. Mais je me suis jamais... j'ai pas l'impression d'avoir... J'ai jamais eu un plan de carrière, voilà. Les choses se sont faites. Mais c'était chaque fois, on peut le dire en tous les cas au début, des contrats plutôt précaires, des contrats d'intermittents. Toujours précaire. Toujours précaire, j'ai été intermittente du spectacle, j'ai des souvenirs de faire la queue pendant 4 heures devant la NPE du spectacle, vraiment l'horreur, et quand enfin c'est à ton tour de passer, on te dit ah bah non, on est désolé, il est midi moins 2, on va aller manger, refaites la queue dehors. Enfin, c'est des horreurs comme ça, mais au final c'est pas ce que je retiens. Je m'en fiche de ça, c'est pas ce que je retiens. Moi j'ai toujours fait un métier où j'ai eu l'impression d'être libre et de pouvoir faire ce que je voulais. Mais là, avec le recul, c'est un peu ce que tu te dis, mais est-ce qu'à l'époque, il y a eu des moments où tu as eu envie de baisser les bras en disant non, là, je vais pas pouvoir y arriver? Alors je me suis pas forcément dit je vais pas pouvoir y arriver, mais il y a eu un moment, oui, peut-être autour de la quarantaine, où quand j'ai rencontré mon mari, finalement, à un moment, on s'est dit est-ce qu'on a encore envie de vivre à Paris? J'étais à Paris à l'époque, lui il était monteur-réalisateur à la télé, il était aussi à Paris, donc, et on s'est dit mais est-ce qu'on a envie de continuer à vivre à Paris, cette vie de dingue, où pour faire des fois 800 mètres, il faut 3 heures en voiture. On n'avait plus envie de ça et on s'est dit allez hop, on va aller à la campagne, on va s'acheter une vieille baraque à restaurer, on va monter des gîtes et puis basta. Et puis je sais pas, est-ce que la radio m'a manqué? J'en sais rien. Je me suis dit est-ce que je suis vraiment faite pour faire ça, pour faire des travaux, Et puis j'ai eu une opportunité de revenir dans le réseau des locales de Radio France. Je suis revenue pour faire des remplacements et puis je me suis brusquement retrouvée à Dijon parce qu'on recherchait du monde. Moi j'ai mes parents qui sont pas très loin. Je me suis dit allez tiens, on va en Bourgogne, c'est joli, c'est sympa. Moi j'ai plus ou moins des origines bourguignonnes aussi. Donc allons nous installer et puis voilà. Puis lui, mon mari qui est parisien, il était très content aussi et puis on est heureux comme ça. Heureux en Bourgogne. Ouais. Mais alors de tous ces formats, parce qu'on l'a vu, Énergie, Fun Radio, Europe 1, donc des radios musicales, généralistes, services publics, quelle est celle qui t'a le plus formé ou peut-être qui t'a le plus bousculé de toutes ces antennes? Alors bousculer, je sais pas. Ce qui a été le plus formateur et ce qui est le plus intéressant quand même pour moi, je dirais que ça a été les locales de Radio France. Ici Bourgogne et puis toutes les autres que j'ai pu faire avant. C'est-à-dire que j'ai pas mal bougé. J'ai fait Châteauroux, Laval, Périgueux, j'ai fait Belfort, j'en ai fait plusieurs, quasiment. Mais c'est vraiment des radios où, contrairement aux radios musicales où en général l'animateur c'est lui qui aussi est aux manettes et s'occupe de tout, là l'avantage à Radio France c'est qu'on a un technicien, on a une standardiste, on a un journaliste, il y a vraiment une équipe et c'est confortable. Travailler dans ces conditions c'est extrêmement confortable et du coup c'est facile de recevoir des gens, d'interviewer des gens sans avoir à devoir gérer des manettes et des choses comme ça, ce qu'on n'aurait pas pu faire sur Énergie. Recevoir quelqu'un quand on est obligé de caler ses disques, ses machins, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, c'était des disques. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les vinyles. C'était des vinyles, ouais. Donc oui, je dirais quand même que ce qui a été le plus formateur et le plus intéressant, c'est vraiment les locales. Et sur mes 41 ans de carrière, entre guillemets, j'y ai passé 37 ans. Et justement, tu nous parlais tout à l'heure de ce CDI. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ce CDI qui arrive, un vrai CDI, est-ce que là, ça a changé un peu ta vie après tous ces contrats courts? Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de trouver du travail, ce qui n'était pas le cas à l'époque, puisque j'arrivais toujours à rebondir et à trouver un truc. Quand quelque chose s'arrêtait, je trouvais autre chose, et puis je ne me posais même pas la question. Là, aujourd'hui, oui, c'est plus simple déjà pour planifier, ne serait-ce qu'une semaine de vacances par-ci, une semaine de vacances par-là. C'est devenu quand même plus facile. Et puis, on se sent un peu comme tout le monde, au bout d'un moment.
Et qu'est-ce qui t'a marqué en arrivant? Tu disais que tu avais quand même tes attaches familiales en Bourgogne. Qu'est-ce qui t'a marqué en arrivant? À l'époque, c'était France Bleu Dijon. Alors tu parlais de l'équipe, bien évidemment. Le fait de revenir, entre guillemets, à la maison. Alors presque à la maison, parce que la première locale dans laquelle j'ai bossé, c'est vraiment celle-ci. Entre 87 et 88, je suis restée 1 an et après je suis partie, j'ai fait tout mon tour de France et tout. Et là, oui, je revenais dans une radio où je connaissais, il y avait encore quelques personnes que je connaissais qui étaient là 30 ans avant. J'étais contente en quelque sorte parce que finalement, moi j'ai passé une grande partie de mon enfance en Bourgogne, même si c'était dans Lyon, donc c'est pas très loin. Et j'aime bien cette région, je la trouve belle, je trouve qu'on mange bien, je trouve que les gens sont sympas. Je sais pas, je me pose même pas la question, j'ai l'impression d'être chez moi en fait. C'est vrai que c'est important. Si tu le veux bien, j'aimerais qu'on reparte un petit peu en arrière. Tout à l'heure, tu nous parlais des voix off. Tu as une deuxième voix, si je puis dire, la radio, évidemment en direct, mais aussi ces pubs, ces bandes annonces que tu as enregistrées, à la fois pour France 3, mais aussi pour des radios. C'est une deuxième facette secrète chez toi? Je sais pas si c'est une facette secrète, ça s'est trouvé comme ça parce que quand j'étais à Paris, c'était difficile de ne vivre qu'avec la radio parce que je travaillais les week-ends sur une radio qui s'appelait Radio Bleu, qui était la radio de Radio France plutôt, qui s'intéressait plutôt aux personnes âgées. On passait beaucoup de vieux disques et qui ensuite est devenu le réseau France Bleu. Donc j'avais besoin, comme je travaillais le week-end, j'avais besoin d'avoir un deuxième job pour gagner correctement ma vie et je faisais des voix à droite à gauche. Et c'est vrai que de faire des voix, je me suis lancée, je me suis dit après tout, je sais faire de la radio, je peux essayer alors que je ne suis pas comédienne. Et j'ai envoyé, à l'époque c'était des cassettes, j'ai l'impression de parler du temps des dinosaures, donc j'ai envoyé des cassettes à droite à gauche, et puis un jour je reçois un coup de fil d'un type qui me dit j'ai écouté ta cassette, est-ce que tu veux venir faire un essai pour un truc? Il me dit pas ce que c'est, j'y vais. Je me retrouve dans un studio où on me fait enregistrer des voix pour une adaptation en CD-ROM d'une BD de Manara. Alors Manara, bande dessinée plutôt branchée, très olé olé en dessous de la ceinture. Et je me retrouve à faire un truc, je me dis mais merde, c'est quand même super limite. Je vérifie je regarde un petit peu les images du truc. C'était une petite nana à moitié à poil, machin et tout. Je me dis merde, mais c'est quand même pas moi quoi. Et puis je sais pas ce qui me prend à ce moment-là, je me dis mais si j'arrive à faire ça, je pourrais tout faire. Tout faire, voilà. Je le fais. Le type très content, je repars avec mon petit chèque, j'étais ravie et tout ça. Et il me rappelle 15 jours après, parce que je me dis je vais quand même être cataloguée, il me rappelle 15 jours après pour enregistrer, pareil, toujours c'était l'époque des CD-ROM, un CD-ROM pour les expériences scientifiques de l'encyclopédie Universalis. Ah ben je me dis tiens, ça vaut le coup, finalement j'ai peut-être pas fait une mauvaise affaire et du coup j'ai commencé à faire plein de trucs comme ça, très différents les uns des autres. Tu es arrivé à t'adapter au sujet? Oui, mais de toute façon il faut. Des fois il y avait des trucs très chiants, il y avait des fois des espèces de documentaires pour des boîtes, des documentaires en interne. Je me suis tapé une fois 40 pages sur les cours du blé, une autre fois des trucs sur des maladies pas possibles, etc. Où il y avait les médecins qui me regardaient, qui me demandaient si j'avais fait médecine. Non, mais parce qu'il y avait des mots... je sais pas, on donne une intonation, donc évidemment on donne l'impression qu'on sait de quoi on parle. Il suffit de l'avoir relu avant et puis on donne vraiment l'impression de savoir de quoi on parle. Mais j'ai fait des trucs très variés. Ça, c'était des choses assez chiantes à faire, mais intéressantes financièrement. Et puis des doublages de documentaires animaliers pour la 5, pour la 3, etc. Où ça, c'était assez rigolo. Mais alors, par exemple, si là, je te demandais, tiens, il faut faire une voix off, une pub sur un podcast qui s'appelle La Chouette à Dijon, qui s'intéresse au métier de l'ombre, tu pourrais nous faire une voix off Ah oui, il me faut un texte en revanche. Il te faut un texte? Oui, il me faut un texte, forcément. Okay. La prochaine fois, je viendrai avec un texte pour que tu puisses nous faire une présentation. Oui. Et puis tu me dis ce que tu veux, si tu veux une voix normale, si tu veux une voix d'hôtesse de l'air, si tu veux une voix
de poissonnière. J'ai rien contre les poissonnières, hein. Mais je veux dire du côté caricatural qu'on peut accorder aux poissonnières. Elles sont loin d'être comme ça. Mais oui, je te fais ce que tu veux. Ah ben ce sera avec plaisir. Je le note, je viendrai D'accord. te revoir. Alors, il y a quelque chose que je trouve très beau chez toi, si je peux me permettre, c'est ta manière de défendre l'imaginaire. L'imaginaire est très important chez toi, de rappeler en fait que la radio, c'est un espace un peu que je qualifierais d'intérieur, un lieu que chacun se crée chez soi. Je me souviens que lorsque j'écoutais la radio, il y avait un imaginaire qui se mettait en place. On imaginait un lieu, on imaginait des personnages. Et tu le dis souvent, pour toi, la radio, c'est l'imaginaire. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Bah, pour moi, la radio, j'ai toujours préféré la radio, enfin j'ai toujours préféré les livres au cinéma. Parce que dans un livre, on peut imaginer la tête des personnages, leur façon de s'habiller, l'intérieur chez eux, etc. Ce qu'on ne peut pas faire au cinéma, puisqu'on nous donne du déjà pré-mâché, entre guillemets, même si j'aime bien aller au cinéma ou voir un bon film, hein, mais j'ai toujours préféré les livres. Et ben c'est pareil pour la radio, je préfère la radio à la télé. Moi, je me souviens quand j'avais une vingtaine d'années, je me rappelle que ça m'arrivait d'écouter France Inter. Sur le coup de minuit, il y avait une émission qui s'appelait Les Tréteaux de la nuit, où il y avait des espèces d'histoires totalement abracadabrantes, où alors je me mettais chez moi dans mon lit, j'éteignais toutes les lumières et tout ça, et j'écoutais ça, on entendait des gens qui marchaient sur des graviers, et il se passait toujours des trucs horribles, avec des loups qui venaient bouffer des gens et tout ça. C'était affreux, mais j'adorais me faire peur comme ça, et j'adorais ce truc, et finalement, écouter des choses à la radio, on peut faire passer des émotions qui vont être beaucoup plus brutes et que chacun peut s'approprier par rapport à ce que vous allez avoir à la télé. Et pour parler justement de l'imaginaire, ce podcast, comme tu peux le voir, n'est pas filmé, c'est uniquement l'audio. Et de la même façon, on respectera ton droit à l'image, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de photos qui seront prises. Ouais. Je crains que Raymonde s'impose sur les photos. Ah bah c'est possible, oui. Je crains qu'elle soit sur les réseaux sociaux pour illustrer ce podcast. Il y a des chances, et fais gaffe, parce qu'elle a toujours son sac à main. Et fais gaffe qu'elle t'ait pas piqué des trucs, fouille le sac à main avant qu'elle parte. Hein. Ok, mais je te remercie de me non, préciser parce que... Parce que même si elles sortent de mon imagination, Micheline et Raymonde, elles m'échappent totalement aujourd'hui. Mais écoute, on sera très vigilants. Ah, il faut. Très vigilants. Qu'est-ce que tu penses partager avec les auditeurs que tu ne partagerais pas en dehors de la radio, par exemple ? Je ne sais pas si je partage vraiment des choses que je ne partagerais pas en dehors de la radio, parce que je n'ai pas l'impression d'être très différente en dehors de la radio que ce que je suis à la radio. Moi, j'aime les gens. Donc quand j'ai un auditeur qui vient pour un jeu, par exemple, même un truc tout bête comme un jeu, moi j'ai l'impression d'accueillir un copain ou une copine. Et j'ai l'impression qu'on est là pour déconner ensemble, pour s'amuser, pour passer un bon moment. Moi je sais que des fois je peux avoir des collègues qui me disent « oui mais là tu les as aidés, c'est pas bien et tout ». Je m'en fous, c'est pas grave, on est là pour s'amuser, pour rigoler, pour passer un bon moment. Moi, ce qui m'importe, c'est ça, c'est que la personne qui est venue, que ce soit un invité qui vienne me parler d'un sujet sérieux, d'un sujet léger, ou que ce soit un auditeur ou une auditrice, j'ai envie qu'il passe un bon moment comme moi, je vais en passer un. Voilà. Et si jamais, parce que ici Bourgogne, le matin, est filmé et diffusé en simultané sur l'antenne de France 3. Oui. Donc est-ce à dire que tu te prives, en quelque sorte, je ne sais pas si c'est le bon terme, de passer dans ce créneau horaire de la matinale à partir de 6h Pour des gens qui vont aimer être filmés ou que ça ne va pas déranger, ces gens-là vont peut-être penser que je me prive. Moi, j'ai pas l'impression de me priver. Moi, j'ai toujours... je veux respecter aussi ma vie privée et puis voilà, c'est mon truc à moi. Après, je juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Je pense que la radio aujourd'hui, elle a beaucoup évolué et toutes les radios, parce que c'est le cas aussi sur les radios périphériques, où aujourd'hui les invités du matin sont en général filmés parce qu'il y a des invités politiques, il y a des invités connus, etc. Moi, c'est pas mon truc. Voilà. Mais quand tu fais des émissions en extérieur, et je sais que ça t'arrive d'aller sur le terrain, donc forcément tu vas rencontrer des auditrices, des auditeurs. C'est pas pareil. Là, tu acceptes... Pour moi, c'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est pas filmé, il y a une espèce de spontanéité des gens qui vont venir, qui passent par là. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui comprennent pas pourquoi je veux pas être filmé alors que j'accepte d'aller sur des extérieurs. Mais pour moi, c'est pas la même chose. Et s'ils veulent faire un selfie ?
c'est-à-dire qu'en général, quelqu'un qui va me demander s'il peut prendre une photo, je vais lui dire mais ça dépend, c'est pour vous ou c'est pour mettre sur les réseaux sociaux? Si on me dit non, c'est pour moi, je dis bon d'accord. Si c'est pour mettre sur les réseaux sociaux, j'ai pas envie. Moi, je mets jamais ma photo sur les réseaux sociaux, j'ai pas envie de ça. Et encore une fois, je ne juge pas ce qu'ils font, c'est juste que moi, c'est pas mon truc. Et donc une matinale, c'est on peut le dire, une relation, alors parfois tendre, parfois étonnante, peut-être parfois inoubliable. Tu as un souvenir avec une auditrice ou un auditeur que tu n'oublieras pas de par votre échange Il y a parfois, oui, des petits trucs. Oui, je me rappelle d'une auditrice, on avait fait une émission sur... une émission un petit peu dans le cadre de l'émission que je fais actuellement, qui est plutôt sur des sujets de vie pratique. On avait fait une émission autour du tatouage. Je m'étais vraiment posé la question parce que je m'étais dit, est-ce que le tatouage, ça correspond à notre auditoire, qui est quand même un auditoire qui n'est pas un auditoire de très jeunes. Et je me dis que le tatouage, c'est plus quelque chose qui va toucher davantage les jeunes. Encore que ça ne veut rien dire. Moi, je me suis bien fait faire un tatouage à presque 60 ans, donc voilà. Mais je suis tombée sur... Alors, on a eu énormément d'appels, j'avais été étonnée, et notamment une dame qui me dit « Mais moi, j'ai 78 ans, je viens de me faire un tatouage parce que j'ai perdu mon mari l'année dernière et je me suis fait tatouer une petite pensée sur l'épaule. » Et ça, mais rien que d'en parler, ça me hérisse les poils, parce que, enfin au bon sens du terme, parce que j'avais trouvé ça super touchant, cette petite dame qui fait ça parce que c'est quelque chose c'est-à-dire qu'elle a gardé, comme si elle gardait un petit morceau de son mari avec elle, et j'ai trouvé ça super touchant. Donc je vais être davantage touchée finalement par des gens de la vraie vie que par une personne connue. Ça n'a jamais été mon truc. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes animateurs qui rêvent d'interviewer des gens connus, etc. Moi, je m'en fiche un peu, en fait. Je trouve que des gens de la vie de tous les jours, des gens simples, ont autant de choses à dire que quelqu'un de connu. Oui, tu avais déjà interviewé des personnalités, des chanteurs. Oui, j'en ai interviewé quelques-unes, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça qui m'ont marqué plus que ça, ouais. Et on parlait des auditeurs, auditrices qui t'ont touché. Tu reçois aussi des messages de ces auditeurs Il y en a des fois, oui. Notre chargée d'accueil, Alex, ce matin me l'a dit. Elle me dit, tiens, je viens d'avoir, je ne me souviens plus du prénom de la dame, elle me dit, tiens, je viens d'avoir cette dame. Oh là là, elle ne jure que par toi, elle t'adore, elle trouve que tu articules bien. Je trouve que c'est gentil. Et c'est touchant. Et voilà, donc on a régulièrement des auditeurs, effectivement, qui peuvent envoyer un petit courrier, J'ai une dame, il n'y a pas très longtemps, qui a fait passer à une de mes collègues un petit Playmobil pour moi. Voilà, elle l'a rencontré sur un extérieur, elle avait ce petit Playmobil, elle l'avait empaqueté, elle a dit « ce sera pour Florence, vous pensez bien lui donner ». C'est des petites attentions, mais je trouve ça toujours extrêmement touchant. Tu lui as donné un prénom à ce Playmobil supplémentaire ? Pas encore. On peut peut-être faire un appel aux auditeurs de La Chouette a dit, si vous avez des idées. Pourquoi pas, mais il est possible que ce soit un Playmobil qui fasse partie de la famille de Raymond, peut-être un cousin ou un neveu. Donc pas très sympathique. Je sais pas. Des fois ça saute une génération, on sait pas. C'est clair. Alors Florence, avec les déménagements et ce métier très prenant, comment on construit une vie personnelle ? Tu nous parlais de ton mari, tu nous parlais de votre arrivée en Bourgogne. On arrive quand même à se poser Oui, parce que, oui, de toute façon, il faut se poser, il faut faire d'autres choses, c'est pas mon métier, j'aime vraiment mon métier, mais c'est pas une obsession. Quand je rentre chez moi le soir, je pense à autre chose, je passe à autre chose. Je vais bouquiner, je vais faire de la photo, je vais passer du temps avec mon mari, on prévoit des vacances, on part en vacances, on va visiter des musées, des trucs, on fait plein de choses. Donc il y a beaucoup de gens qui vont idéaliser peut-être le métier d'animatrice, mais ça reste un métier de tous les jours. J'ai pas l'impression d'être... je sais pas comment dire. Moi, je suis toujours épatée quand des gens voudraient des photos dédicacées ou des choses comme ça. Je me dis qu'à la limite, si je devais, moi, demander à quelqu'un une photo dédicacée, j'aimerais la photo dédicacée d'un chirurgien qui a sauvé des vies, d'un pompier qui a sauvé des vies. Même si nous, on accompagne les gens, on n'est pas indispensable.
Tu ne te considères pas comme une vedette de ce Sûrement territoire? pas, non. Oh là là, au secours, jamais de la vie. Et qu'est-ce qu'on peut dire que tu as appris sur toi durant ces années à la radio? Est-ce que justement tu as eu l'occasion de découvrir des facettes de ta personnalité? Que peut-être j'étais assez à l'écoute des autres. Oui, je pense que c'est surtout ça, que j'étais à l'écoute des autres. Après, les facettes de ma personnalité, j'en sais rien. Il faudrait poser la question à mes collègues. Je suis sûrement capable de pousser des coups de gueule, de m'énerver sur des trucs. J'ai aussi des défauts, hein. Mais je pense que oui, s'intéresser aux gens et être en empathie avec les gens, moi, c'est vraiment l'essence de mon métier et c'est ce que j'aime. Donc peut-être que je ne savais pas que j'en étais capable, mais que j'en suis en fait capable. Tu m'excuseras de cette question certainement un peu bateau, on l'entend souvent, mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette Florence de 20 ans qui poussait les portes, même un peu plus jeune, qui poussait les portes de cette radio, après justement tout ce que tu as vécu sur les différentes antennes? Est-ce que c'est un métier où il faut se battre, un métier qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de partage? Ouais, j'aurais envie de lui dire vas-y parce que franchement, 40 ans après, quand je me retourne sur le passé, ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup. Parce que moi, je suis plutôt en fin de carrière. Hein. J'aime pas le terme carrière. J'ai toujours du mal à employer ça parce que pour moi, le terme de carrière, il y a un espèce de truc qui est décidé avec un début, avec un milieu, avec ci, avec ça. Moi, j'ai l'impression d'avoir juste suivi. C'est-à-dire que j'ai l'impression toute ma vie d'avoir marché sur une route et à des moments, j'ai eu une opportunité de tourner à gauche ou de tourner à droite ou de grimper dans un arbre ou de descendre dans une grotte ou j'en sais rien. Et j'ai suivi ce truc-là, quoi. Je ne me suis pas trop posé de questions. Donc je pense que quand on a la chance de pouvoir faire un métier passion, il faut essayer de s'y accrocher. Mais maintenant, je pourrais dire ça à la Florence d'il y a 40 ans, mais je ne pourrais pas dire ça à un animateur d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Le monde du travail est devenu très compliqué. Ce n'est plus le même. Non, c'est plus le même mais c'est partout pareil, quand on voit ce qui se passe dans les médias, partout. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, quelle que soit la chaîne, quel que soit tout ça, on ne sait pas ce qui va se passer. On vit quand même une époque qui est assez anxiogène. C'est pas toujours facile, c'est non. vrai. On parle souvent du rôle des réseaux sociaux. C'est vrai que ça ne facilite pas, j'imagine, pour les animateurs radio qui peuvent au quotidien recevoir des messages qui parfois sont pas très sympathiques ou pas très motivants. Je touche du bois, j'ai pas l'impression d'en avoir reçu jusqu'à maintenant et je trouve quand même que les réseaux sociaux et internet, parce que moi quand j'ai commencé à faire de la radio, il n'y avait pas internet, quand on recevait un people ou quelqu'un, pour trouver les infos, pour préparer une interview, c'était vachement difficile. Aujourd'hui c'est devenu très facile, les réseaux sociaux, ça peut m'arriver des fois de mettre un petit message en disant je recherche quelqu'un pour une émission sur tel et tel sujet, est-ce que vous avez des idées? Et j'ai 4-5 personnes qui me mettent un petit mot en disant tiens, j'ai pensé à un tel, et j'arrive à trouver des invités. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est un outil formidable. Maintenant, attention, parce qu'il y a aussi des dérives comme partout, quoi. Ce que j'apprécie chez toi, Florence, c'est qu'à chaque fois, tu trouves la partie positive et tu la mets en avant. Et ça, je trouve ça intéressant. Ouais. Je trouve ça intéressant. Et oui, parce que sinon, si on pense qu'au truc... moi, je préfère voir le verre à moitié plein, finalement. Surtout si c'est plein d'un vin de Bourgogne, avec modération. Avec modération. Florence, on arrive doucement vers la fin de ce podcast. Déjà, ça passe très vite. C'est un peu le moment où on va baisser le volume, où on laisse juste la voix et le silence nous répondre. Et justement, quand tu éteins le micro, après ton émission sur Ici Bourgogne, qu'est-ce qui te reste? Alors je n'en sais rien. Alors ça dépend vachement de l'heure à laquelle on fait une émission. C'est-à-dire que si je fais une émission du matin, quand je sors d'antenne, je vais avoir des choses à faire, donc je vais aller me chercher un truc à grignoter et puis je vais commencer à bosser. En revanche, l'année dernière, je faisais un 17-19, donc à 19h, je rentrais chez moi, j'avais bossé bien avant l'émission, je rentrais chez moi et là, j'avais besoin de me poser et de me retrouver toute seule avec moi pour faire le vide. Mais pas un vide négatif, juste faire le vide comme ça. Avoir mes petites 10 minutes de décompression, installée dans mon canapé, les yeux fermés et voilà. Te reposer.
laisser poser Oui, toutes peut-être. les informations, Ouais, tout ce que tu avais pu digérer partager. l'émission, digérer... oui, voilà. Ouais. En tous les cas, merci Florence pour ta générosité, ton regard sensible. C'était très agréable et puis sincère sur ce métier qu'on croit connaître, mais en fait que tu fais redécouvrir tout au long de ce podcast. Merci aussi aux auditrices et auditeurs. Si cette conversation vous a touché, eh bien on compte sur vous. Faites vivre la Chouette à dit, likez, partagez, commentez. Envoyez-les également, envoyez-la évidemment à qui aime la radio. Et puis c'est grâce à vous si la Chouette se déploie ses ailes tous les mois. Donc restez-nous fidèles. Florence, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis on se dit à très bientôt sur l'antenne d'ici Bourgogne. Eh bien exactement, ce sera avec grand plaisir. Passez en tous les cas de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à l'année prochaine.